Voilà, donc je vais vous présenter voilà, un travail. Donc, d'abord, le contexte d'émergence de cet état des lieux, qui pour nous donc, a débuté en 2012, à une période où il y a eu beaucoup de demandes d'évaluation faites par des structures médico-sociales de type femmes, MAS, qui ont demandé, donc, du département des Bouches-du-Rhône, qui ont demandé au CRA d'intervenir donc, sur des évaluations dans leur structure pour des personnes adultes qui présentaient des signes. Et en fait, malheureusement, nous, à cette époque, et on existe depuis 2004, le CRA, comme la plupart des autres CRA en France, rencontrait d'énormes difficultés pour répondre à l'ensemble des évaluations de la région, bien que nous avons été depuis, grâce au soutien de l'ARS, au niveau de l'enfant, soutenus par la création d'équipes départementales. En 2012, on avait encore du mal à répondre aux évaluations adultes parce qu'on avait une demande d'évaluation exponentielle chez l'enfant, le déploiement de l'ensemble de nos autres missions. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 4 dernières années, on a à peu près effectué 200 évaluations par an. Il y a un délai d'attente qui est toujours aussi important pour les familles. Et puis, on a quand même évalué de l'adulte, même si pendant longtemps, on a dit que le CRA n'en faisait pas, à peu près une vingtaine par an. C'est vrai que c'était souvent à la demande de personnes adultes qui ne présentaient pas de déficience. Mais donc, on connaissait un petit peu, effectivement, plutôt les personnes présentant un autisme de haut fonctionnement, de haut niveau, sans déficience intellectuelle. Et c'est vrai que l'expérience dans les structures, dans les masses, dans les femmes, on ne l'avait pas. Mais il était hors de question pour nous de ne pas répondre à la demande de ces équipes et de les laisser comme ça. Donc, on a décidé de créer un groupe de travail. Donc, on n'a pas répondu par l'évaluation, mais par un groupe de travail, donc, qui est très vite devenu départemental, puisque c'était initialement des structures des Bouches-du-Rhône qui nous avaient interpellés. Donc, c'était à peu près 13 structures qui ont composé ce groupe de travail, donc avec des femmes, des MAS, foyers de vie, foyers d'hébergement. On a eu le SAMSA, on a la chance en 13 d'avoir un SAMSA qui a un agrément autisme et qui travaille, donc qui œuvre beaucoup au niveau du département. Et puis, petit à petit, on a eu d'autres structures qui nous ont rejoints, le SAVS et bien sûr le centre hospitalier de Val-Verne, dont j'en parlerai après, avec une richesse aussi au niveau des professionnels, à la fois des directeurs, des médecins, des psychologues, des éducateurs, qui pouvaient nous faire part vraiment de toutes les difficultés à tous les niveaux. Et puis, on a eu la chance d'avoir la présence d'une équipe de la MDPH, du secteur adulte, notamment la directrice adjointe qui a beaucoup œuvré dans ce groupe de travail. On a à peu près réalisé 7 réunions, donc je passe un peu vite sur les détails, avec un double objectif, le recensement des besoins d'évaluation, puisque c'était aussi pour ça qu'on nous avait interpellés, donc de ces structures, les difficultés globales, je dirais, que rencontraient ces équipes, et puis aussi un objectif qui s'inscrit plus dans nos missions, c'est-à-dire de créer du réseau, du maillage, bien que certaines structures se connaissaient, n'avaient pas besoin du CRA, mais d'autres par contre non, et ça a été très riche au niveau d'échanges de pratiques, même de partenariats, d'échanges de résidents lors de fêtes, etc. Donc ça a été quand même une super dynamique, et je tiens à dire que ce groupe de travail, bien sûr, va continuer. Alors, rapidement, un constat sur toutes les difficultés qui ont été évoquées. La première étant effectivement la demande d'évaluation diagnostique, parce qu'en PACA, on n'avait pas vraiment d'équipe dédiée à ces évaluations, où très très peu, j'ai mis une absence de médecins dans le département, où on en a un, maintenant 2, enfin maintenant on a l'équipe adulte, mais c'est vrai qu'on avait très peu de médecins qui posaient aussi le diagnostic à l'âge adulte. Beaucoup d'absence d'éléments dans les dossiers et d'absence de diagnostic. Les équipes se posaient aussi la question, donc si vous ne faites pas d'évaluation, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec quels moyens, quels outils? De gros soucis au niveau de l'accès aux soins somatiques, avec justement des difficultés pour trouver des personnes, des médecins formés pour accueillir ces personnes-là. Un problème aussi de l'évaluation de la douleur chez certains résidents, un problème d'orientation aussi de certains patients quand il y avait des crises vers des structures pour créer des jours de un petit peu de rupture pour faire aussi souffler l'équipe. Beaucoup de difficultés dans l'articulation entre le dispositif médico-social et sanitaire, donc ça reste un défi actuellement et je pense que ça sera un vrai défi aussi pour l'équipe adulte. La lourdeur de certains groupes, dans les équipes, de 11 à 12 personnes en situation de handicap, de polyhandicap, qui souvent étaient encadrés, avec la notion du taux d'encadrement qui pour certaines structures était insuffisant. Des problèmes aussi de recrutement, avec des temps de recrutement trop peu élevés sur notamment les temps médicaux et paramédicaux avec des 0,2 de TP ou des 0,3 de médecins, etc., de TP de médecins ou de paramédicaux. Donc ça, c'était une vraie problématique.
des difficultés aussi à l'accompagnement. Et puis, un constat aussi pour les personnes qui présenteraient un TED sans déficience intellectuelle, notamment, ou un syndrome d'Asperger, un manque de structures, d'alternatives de prise en charge, un manque d'accompagnement aux soins, à la vie sociale et à l'emploi, et un manque de dispositifs d'accueil familial aussi pour ces personnes. Donc, de ce constat-là, effectivement, donc au cours de toutes ces réunions, nous, on en a fait effectivement un petit dossier qu'on a remis à notre tutelle et à l'ARS, qui nous a beaucoup soutenus et qui a vraiment soutenu toute la démarche qu'on a entreprise chez l'adulte. On a donc remis donc ce constat et on a eu l'idée de dire on va effectivement essayer de faire un petit état des lieux, alors au début au niveau départemental puis régional, et parallèlement, effectivement, on a la volonté du docteur Lebeau, qu'on remercie, et son équipe aussi, qui a accepté de piloter et de coordonner la création d'un projet d'équipe mobile adulte. Et depuis, donc, grâce au fort soutien de l'ARS, cette équipe a vu le jour et donc a démarré en janvier 2015. Donc c'est un peu aussi, du coup, notre état des lieux avait une double mission. D'abord pour nous, repérer les difficultés et les besoins d'évaluation, mais du coup aussi, cet état des lieux, on est complètement en partenariat avec cette équipe, va permettre aussi pour eux d'identifier les personnes en demande d'évaluation. Alors, donc les objectifs, c'était vraiment de repérer au niveau de la région des personnes en structure médico-sociale susceptibles de recevoir une évaluation soit diagnostique, soit fonctionnelle. Bien sûr, avec la transmission des résultats à donc, l'unité mobile autisme adulte, qui s'appelle donc l'UMAA, les Macara. Vous trouverez d'ailleurs, ils ont un site internet et puis vous les trouverez aussi sur le site du CRA. Un autre objectif, donc, c'était vraiment l'identification des besoins des équipes en information, en appui technique et en formation, qui là rentre plus dans nos missions. Et puis l'identification des réseaux et des dispositifs de soins sur lesquels s'appuyaient les équipes. Donc, quelles ressources, quand il y en avait, parce que des fois, il n'y en avait pas. Le questionnaire, bon, je ne voulais pas présenter aujourd'hui, mais très rapidement, les questions qu'on a... Donc, il a été créé à partir, avec le groupe de travail et le docteur Lebeau. Les questions, on les a montées à partir du constat qu'on avait fait avec les personnes des structures du 13, donc avec des questions plutôt quantitatives, effectivement. Le nombre de personnes, alors suspectées, je suis désolée, je l'ai mis entre guillemets, mais on a vraiment travaillé sur la notion de suspicion, au vu de ce qui nous avait été dit par les professionnels, c'est-à-dire une absence d'éléments dans les dossiers. On ne voulait pas mettre à mal les équipes, on ne voulait pas faire leur dire, voilà, est-ce que vous avez des personnes avec autisme ou pas. C'était, est-ce qu'il y a une suspicion, et est-ce que s'il y a une suspicion, vous auriez un besoin éventuel d'évaluation ou autre. Donc c'était vraiment travailler sur cette notion-là. Le nombre de personnes donc, suspectées de TED qui présenteraient des troubles du comportement, le nombre de formations aussi demandées par ces équipes. On a aussi demandé les taux d'encadrement, bon, plusieurs questions plutôt d'ordre quantitatif, et puis des questions d'ordre qualitatif avec les types de troubles associés, par exemple, les professionnels sur lesquels s'appuyaient les équipes, les types aussi de formation ou d'information. On a également demandé les structures qui accueillaient des personnes vieillissantes pour répondre justement à ce que disait Maria tout à l'heure. Alors, bien sûr, pour nous, ce travail s'inscrit complètement dans la lignée du 3e plan, notamment au niveau de l'action du diagnostic et de l'accès au diagnostic des personnes adultes. Il est important pour nous de recenser au niveau régional, bien sûr, les personnes susceptibles de bénéficier d'un diagnostic ou plus largement d'une évaluation, et puis d'améliorer cet accès au diagnostic. Alors là, pour le coup, en PACA, pas grâce à une équipe associée, qui fait partie du CRA, mais qui a été financée indépendamment du CRA, mais qui est complètement partenaire du centre ressources. Alors, très rapidement, bon, la méthodologie, c'est une enquête qu'on a, même si historiquement ça a commencé en 2012, on a quand même le questionnaire, on a commencé à l'envoyer courant 2014. On l'a d'abord envoyé à la table ronde, aux gens qui constituaient le groupe de travail. Et puis, deuxième semestre 2014, début 2015, c'est pour ça que je ne vous présenterai que la première partie des résultats. On a encore beaucoup de travail sur cette enquête, cet état des lieux. Donc en fait, on a envoyé le choix des structures, femmes, masse, foyer de vie, foyer d'hébergement. C'était parce que c'était des structures qui étaient représentées au groupe de travail initialement. Et puis on a quand même ouvert le SAMSA. Puis on a ouvert aux ESAT et aux SAVS parce qu'on trouvait aussi que c'était important de voir si ces structures accompagner, notamment quand on a vu qu'il y avait des difficultés pour l'accompagnement dans la vie sociale. C'est important aussi de savoir si les SAVS accompagnent ou sont en difficulté pour accompagner des personnes qui présenteraient un TED. Donc ça représente 476 structures sur la région PACA, donc 476 questionnaires envoyés.
Avec donc notre source, on a utilisé le répertoire du CREAI qui est mis à jour au niveau des structures adultes. On a fait un envoi de courrier mail avec un courrier explicatif de notre démarche. Et globalement, on va dérouler ça sur 4 étapes. Donc la première étape, c'est le recueil aujourd'hui, alors spontané, c'est-à-dire tous les questionnaires qui nous ont été renvoyés sur première demande. On a un 5e à peu près des structures qui nous ont répondu à ce jour. On les en remercie, mais on remercie aussi tous ceux qui vont répondre, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore eu le temps, parce qu'il y a des questionnaires qu'on a envoyés très récemment, notamment dans le Vaucluse. Et puis, donc, une deuxième étape se constituera en relancer téléphoniquement, bien sûr, ces structures qui n'ont pas encore répondu. On va après réajuster les données. Alors, le réajustement des données, il va être fait à la fois par rapport à notre relance téléphonique, mais aussi au travail de l'équipe de l'unité mobile, puisqu'ils ont commencé les évaluations. Donc, pour nous, c'est important de voir les structures qui ont été repérées, les personnes susceptibles de recevoir une évaluation, s'ils l'ont reçue, si le diagnostic a été posé, etc. Et puis enfin, une 4e étape, donc plutôt fin 2015, où on va essayer d'élaborer un document écrit qu'on remettra bien sûr à l'ARS et qui, j'espère, sera en ligne aussi consultable. Alors, bien sûr, les limites de cet état des lieux, je tenais à préciser qu'en aucun cas, c'est un repérage du nombre des personnes avec autisme ou troubles d'envahissement du développement. On ne pourra pas justement réagir par rapport à une prévalence, parce que ce qui a été, par rapport à ce questionnaire, c'est vraiment le repérage de personnes susceptibles de recevoir une évaluation, dans un premier temps. Et bien sûr, à l'issue, quand les diagnostics seront posés, on aura peut-être à ce moment-là un recueil du nombre de personnes autistes, avec un autisme, adultes, donc en région PACA. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. On n'a pas de réel recensement actuellement dans les données de personnes qui présenteraient un TED, donc qui seraient suivies à domicile, bien que dans le recueil de nos données, on peut en avoir, parce qu'on sait que le SAMSA, notamment des Bouches-du-Rhône, gère ce genre de personnes, mais on n'a pas dans la masse des données, on ne sait pas encore dans quelle proportion, et on n'a pas non plus de recul pour le moment sur les données des personnes qui présenteraient un TED sans déficience intellectuelle ou avec déficience intellectuelle, parce qu'on a à la fois, effectivement, des masses, des femmes qui nous ont répondu, donc c'est plutôt des personnes, des résidents qui présentent des déficiences, mais aussi le SAMSA, des SAVS qui peuvent suivre des personnes de type plutôt présentant un syndrome d'Asperger. Oui. Petite question, donc finalement, bien sûr on ne pourra pas calculer de taux de prévalence, puisque de taux de prévalence des troubles envahissants du développement au travers de votre étude, puisque vous identifiez les cas en établissement et services et non pas les cas dans un territoire donné, que votre objectif est large, c'est la région PACA et pas un territoire, ce qui permettrait, si on était dans un abord épidémiologique classique, d'avoir une recherche beaucoup plus exhaustive. Moi, j'avais une question sur la terminologie. On utilise, comme si cela faisait consensus, même si cela fait consensus au travers des recommandations, la notion de trouble envahissant du développement. Et je me disais que probablement, dans beaucoup d'établissements et services, pour adultes en particulier, cette terminologie n'est pas adoptée. Donc, est-ce que vous avez sollicité les établissements et services en leur disant « donnez-nous le nombre de cas suspects de TED » ou est-ce que vous avez utilisé une autre terminologie que vous avez peut-être dans un second temps assimilée à un TED? En fait, on a parlé de troubles envahissants du développement ou d'autisme. C'est vrai que la notion d'autisme a été évoquée. On l'a vu aussi là, dans le recueil des données qu'au niveau des formations, on a des demandes de formation, d'actualisation des connaissances, ne serait-ce que du socle. Donc on sait que au niveau de la catégorisation, c'est compliqué aussi pour certaines équipes. C'est pour ça qu'on a fait le choix de parler de TED, aussi d'autisme, parce que je pense on a supposé que l'autisme était peut-être une notion beaucoup plus connue que trouble envahissant du développement. Même les familles nous disent des fois que trouble envahissant du développement, c'est un peu obscur, on ne sait pas trop ce qui s'y cache. Mais effectivement, on a utilisé les deux pour essayer de... Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas donné de critères. On est vraiment parti du constat du terrain. On voulait aussi aller assez vite parce qu'il y avait Mme Gauthier l'évoquait tout à l'heure, la notion d'urgence. Avec vraiment des équipes en souffrance, des familles en souffrance, des résidents en souffrance. Et c'était important pour nous de peut-être pas être très fin au départ sur la méthodologie, mais plutôt d'être sur un repérage de terrain, en fait. Je pense que l'affinement des données va vraiment se faire par l'unité mobile adulte, avec la pose des diagnostics ou des évaluations fonctionnelles, où on va vraiment, après, avec les formations, pouvoir vraiment repérer
ces personnes. Et puis aussi, pour nous, CRA, ça va nous permettre de rencontrer les structures et de voir aussi, on en a rencontré déjà pas mal, souvent la représentation de l'autisme est assez hétérogène. C'est aussi une représentation qui fait peur. On a eu des cas dans certaines structures où vraiment l'autisme, les gens se sont livrés un petit peu et disaient que ça faisait peur. Je pense essentiellement en raison des troubles du comportement, des crises, etc. Mais c'est vrai que quand on explique un petit peu le fonctionnement de la personne autiste, pourquoi, etc., de suite, il y a une compréhension. Et je crois que la notion après aussi d'autisme rentre dans la catégorisation. Voilà. Mais c'est vrai que la formation va aider aussi à intégrer ça. On a utilisé effectivement les deux terminologies. Donc ça reste un travail, bien sûr, à affiner et à approfondir. Alors, le taux de réponse à ce jour, je vous disais, c'est 84 structures sur 476. Et bon, bien sûr, c'est de notre fait parce qu'on a commencé assez tardivement. On est quand même aussi bien débordé au CRA, donc c'est un travail qui est aussi lourd aussi pour nous à mener, à relancer, etc. On voit rapidement que spontanément, c'est plutôt les femmes, les masses et les foyers de vie qui nous ont répondu, mais ça, en aucun cas, pour nous, on interprète à ce niveau-là les résultats. Sur ces 84 structures qui ont répondu, la représentation en fait, des personnes ou des résidents qu'ils encadrent, c'est 3224 personnes. Et ce qui était important pour nous, c'était de voir la proportion des personnes qui auraient une suspicion du TOD ou d'autisme. Donc c'est 757 personnes, donc à peu près 23%. Donc on voit quand même que sur 3224 résidents, on a quand même un quart de personnes qui sont suspectées d'autisme. Et bien sûr, alors j'ai mis TED point d'interrogation, puisqu'on n'en est pas à la pose du diagnostic, mais ce qui est déjà pour nous un premier résultat important, alors qu'on n'est qu'à 1/5 du recueil des données. Alors très rapidement, je vais passer sur la répartition. Elle n'est pas très significative, cette répartition, dans la mesure où effectivement, on a plus une répartition en femmes, en masse et en foyer de vie, mais parce que ce sont les structures qui ont le plus répondu. Et en aucun cas, c'est significatif d'une répartition des personnes avec TED. Ce qui était important aussi pour nous d'identifier, c'est que sur ces 757 personnes, on a 717 demandes d'évaluation. Donc ça, je pense que l'équipe du docteur Lebeau va se réjouir de ces résultats. Donc en fait, avec une demande de 360 évaluations diagnostiques et 357 demandes pour l'évaluation fonctionnelle. Ce qui est important par rapport justement au troisième plan autisme, c'est que ça permet déjà de dire que on a 94% là, de ces personnes susceptibles de recevoir une évaluation, et ce qui représente 47,6% de personnes susceptibles de recevoir un diagnostic. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas encore vraiment de diagnostic posé. Alors, la répartition des demandes d'évaluation, là encore une fois, je l'ai faite, mais ce n'est pas très significatif. Effectivement, c'est beaucoup les masses, les femmes et les foyers de vie qui demandent. On a aussi demandé chez ces personnes, donc auprès des professionnels, chez ces personnes susceptibles donc, d'avoir un TED ou un autisme, combien présentaient des troubles du comportement. Je sais que la question va être évoquée au cours de ces 2 jours et Dieu sait qu'elle est importante pour les équipes. On a quand même 541 personnes donc, qui présenteraient des troubles du comportement, soit 71,47%. Alors c'est une question importante parce qu'on a beaucoup de demandes, une majorité de demandes de formation qui vont dans ce sens, être formés aux troubles du comportement, à la gestion de crise. Alors là, des questions qui nous concernent plus, mais pas forcément que le CRA, les demandes de formation. Alors on a aussi des demandes d'information, d'appui technique, mais je ne vous ai présenté que les demandes de formation. On en a 56, donc là j'ai fait une répartition départementale. Pour nous, c'est important de repérer les structures parce que dans le cadre des actions qu'on va mettre en place, il y a à la fois des actions de formation qui peuvent être organisées en fonction du territoire ou en fonction des structures. Enfin, ça va être à l'étude. On a aussi dans les résultats qualitatifs demandé, alors pas en termes de combien de résidents présentaient les troubles associés, mais plutôt on leur a demandé de cocher une case, c'est-à-dire chez ces personnes-là, quels sont les troubles associés que vous repérez le plus. Il ressort la déficience intellectuelle, l'épilepsie, les troubles du sommeil, mais on a aussi d'autres troubles alimentaires, cécité, diabète et déficience visuelle, ce qui justifie aussi la nécessité du réseau somatique et de professionnels formés pour accueillir ces personnes autistes. On a aussi, donc ça c'est plutôt des résultats qualitatifs, j'ai oublié de le préciser, un repérage des structures qui accueillent des personnes vieillissantes en général et des personnes avec suspicion de TED vieillissantes. Donc pour nous aussi c'est une donnée importante parce qu'on a des structures qui accueillent ces personnes mais qui ne sont pas en capacité de les accueillir, donc qui demandent des réorientations. Donc ça va être aussi une donnée à réfléchir en tout cas avec les équipes.
Et puis, le repérage de professionnels ou de dispositifs sur lesquels s'appuient les équipes. Donc ça, on a décidé, c'était aussi une forte demande du docteur Lebeau, autour des équipes d'une masse ou d'un foyer de vie, sur quel professionnel, sur quel hôpital s'appuyaient ces équipes quand il y avait des problèmes. Donc ils nous les ont non seulement très gentiment nommés, alors ça bien sûr ce sont des données confidentielles mais qu'on transmettra à l'équipe adulte parce que ça va être vraiment un appui technique pour eux, mais souvent il y a aussi une absence de dispositif. Et donc après, à réfléchir comment on peut mobiliser certaines volontés sur le terrain, etc. Toujours dans les résultats qualitatifs, donc les types de formations demandées, on a massivement une demande de formation sur le fonctionnement de la personne avec autisme ou TED. Comment on prend en charge ces personnes? Comment on gère les troubles du comportement, les gestions de crise? Quels outils, quelles évaluations? Alors, notamment les outils autour de la communication sont assez demandés. Et puis, on a une demande aussi pour les aidants familiaux, pour les familles, en termes de formation, mais aussi en termes d'accompagnement, de ressources aussi pour ces familles-là. Et justement, le type d'information qui nous est demandé ou de ressources, c'est sur quelle structure? Est-ce que vous avez un listing de structures qui pourraient prendre le relais pour des séjours de rupture? Est-ce que vous avez des réseaux de professionnels formés, des ophtalmos, des dentistes, etc. Alors c'est vrai qu'on a Handident, nous, qui fonctionne bien. On a en 13 Handisanté qui a été créé. Donc voilà, ça c'est des données aussi qu'on pourra communiquer. Et puis aussi des ressources associatives. Il faut savoir que le CREAI a publié, le CREAI PACA, un document listant toutes les associations sur l'autisme en région PACA. Donc c'est assez important, donc il est réactualisé. C'est un travail aussi qu'on fait avec eux de réactualisation des données. Et c'est un document qui est en ligne aussi sur leur site. Donc c'est important aussi de pouvoir adresser des familles vers des associations. Alors, les perspectives de cet état des lieux, finaliser l'enquête, effectivement, avec la relance téléphonique, le réajustement des données, moi j'ai appelé deuxième et troisième étape, bien sûr la rédaction du document. Le partage des informations avec le CREAI, parce qu'on est conventionné avec le CREAI pour une mise à jour des structures. C'est vrai que c'est un détail technique mais qui est important, quand on a envoyé des questionnaires, on a eu des retours, des changements d'adresse, des choses comme ça. Donc ça permet aussi d'actualiser des données en termes d'état des lieux sur ce qui se passe au niveau de la région. Donc on a une convention partenariale avec le CREAI au niveau de la ressource. Et puis bien sûr, travailler étroitement avec l'unité mobile autisme adulte des Macara. Grâce à qui on va pouvoir vraiment réajuster les données, là plus en termes, à l'issue des évaluations, plus en termes de diagnostic. Et puis ils vont bien sûr collaborer, on va travailler, je pense, en partenariat sur les projets de formation ou le groupe de travail. Les actions au niveau du CRA, ça va être à la fois donc, des formations spécifiques que nous, on peut organiser, alors soit interstructure, on en a déjà fait, soit en fonction des territoires, on peut effectivement, selon les territoires, réunir plusieurs établissements ou rediriger vers effectivement des professionnels plus compétents que nous sur les troubles du comportement, par exemple. L'orientation aussi des professionnels vers le dispositif de formation que propose l'ARS, effectivement, qui est très, très efficace en région PACA, qui est relancé là, et on en a d'ailleurs parlé la semaine dernière avec l'ARS. On a une forte demande au niveau de simplement l'état des connaissances. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un dispositif sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir envoyer à la fois des professionnels, voire des familles vers ces dispositifs de formation. Et puis la constitution de groupes de travail, comme on l'a fait, comme je vous l'ai montré au début de la présentation. Alors soit par thème, là on a décidé de changer un petit peu la formule, c'est-à-dire qu'on a décidé soit de travailler par thème, soit par catégorie professionnelle. Si on aborde un outil, ça peut être plus des psychologues. Si on aborde un thème, ça peut être plus élargi à plusieurs professionnels. Et bien sûr, on va essayer d'ouvrir à la région. On ne peut pas faire un groupe de travail régional, c'est pas possible. C'est trop gros. Et puis, il y a des problèmes de déplacement. Donc, on va voir comment on peut constituer des groupes de travail sur le territoire de la régionale. Et puis, au niveau de la ressource, il faut savoir que les CRA ont aujourd'hui une mission nationale de s'inscrire dans la formation de l'aide aux aidants. Le CRA PACA y est complètement impliqué. On a des demandes là, pour des familles de résidents qui auraient besoin de formation. Donc, on envisage d'intégrer peut-être certaines familles dans le dispositif de formation de l'aide aux aidants.
Alors très rapidement, en conclusion, alors je ne sais pas si j'ai fait ma demi-heure, mais les résultats donc, préliminaires nous permettent de mesurer les besoins, donc effectivement d'évaluation, d'appui technique au sein des structures médico-sociales. Je dirais quelle que soit la proportion des personnes suspectées d'autisme ou de TED, parce qu'on a eu, on s'est déplacé pour des personnes qui pouvaient accueillir 10 personnes autistes, mais on s'est aussi déplacé pour des structures qui pouvaient accueillir une personne. Et je dirais que l'investissement, que ce soit pour 10 personnes ou pour une personne, il est le même. Enfin, en tout cas, à notre niveau, ça nous semble important. De confirmer, bien sûr, la nécessité d'une équipe dédiée à l'évaluation adulte, et on remercie vraiment l'ARS pour vraiment le financement de l'équipe mobile. De poursuivre, bien sûr, ce travail de réseau qu'on a initié et de l'étendre à la région, ça, je vous en ai parlé. Ça nous a permis de mesurer les besoins en formation, mais aussi les besoins en formation des professionnels qui entourent les structures. On pense vraiment, on s'est dit sur certains territoires qu'il y a vraiment un réseau somatique à créer. Alors je sais qu'il y a des initiatives dans d'autres régions qui forment des professionnels de santé, des dentistes, des ophtalmos, justement à l'accueil des personnes autistes. Donc ça, on va s'y pencher aussi. Et puis aussi d'évaluer les besoins des familles en termes de formation et de ressources. Et on envisage bien sûr d'affiner ces résultats par département, d'être plus précis sur le repérage des personnes avec déficience ou sans déficience, etc. Je tiens particulièrement à remercier donc l'ensemble des structures qui ont constitué bien sûr le premier groupe de travail qui a vraiment impulsé cet état des lieux. Bien sûr, l'équipe de la MDPH, c'est vraiment l'implication de Madame Musarelli qui est très présente et qui nous apporte beaucoup au cours des réunions. Bien sûr, l'équipe du docteur Lebeau, sa volonté, le docteur Curti qui est présent et l'équipe des Macara, l'équipe du CRA, bien sûr, le professeur Poinceau, Châtel, Mme Bartolini, Mme Bernet, notre assistante sociale, et Mme Biancheri, notre documentaliste, qui œuvre aussi pour des dossiers sur la question de l'adulte, etc. Bien sûr, l'ARS, Mme Gauthier, ici présente, Mme Rios, présente, Mme Bertrand, et le docteur Tervé, donc, qui est plus notre interlocuteur, mais qui l'a été à cette période-là. Et bien sûr, à tous les professionnels de la région qui ont répondu ou qui vont répondre à notre questionnaire, sans qui ce travail n'aurait pas été possible. Je vous remercie de votre attention.